Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais te parler d'un monument des films d'arts martiaux, une œuvre cinématographique qui a bousculé les codes scénaristiques et culturels de toute une époque, qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma mondial et dont on parle encore aujourd'hui. Tu l'auras peut-être deviné, aujourd'hui je vais te parler de l'excellent film La Fureur du Dragon. Nous sommes en 1972 et Bruce Lee vient d'exploser à Hong Kong avec Big Boss et La Fureur de Vaincre. Il est devenu une superstar en Asie et pour autant il n'a pas encore conquis l'Occident et c'est là qu'il va prendre une décision forte. Il va faire son film à sa manière, avec sa vision, sans compromis. Il venait tout juste de terminer La Fureur de Vaincre qui bien évidemment allait sortir aux USA sous le titre de The Chinese Connection. À cette époque, il faut savoir que la Golden Harvest négociait un scénario qui s'intitulait The Yellow-Faced Tiger, qui intéressait tout particulièrement Bruce. C'était en fait censé être son troisième film avec Lo Wei, qui était donc le réalisateur de ses deux films précédents. Mais pourtant, les tensions étaient déjà explosives entre les deux hommes depuis Big Boss. En fait, Bruce y reprochait à Lo Wei plusieurs choses. Un ego surdimensionné. Lo se surnommait lui-même le premier réalisateur millionnaire de Hong Kong et il prenait publiquement tout le crédit du succès des films, alors même jusqu'à dire qu'il avait appris à Bruce Lee à se battre à l'écran. Et ça, c'est le genre de déclaration qui a mis Bruce Lee hors de lui. Sur le plateau, Lo Wei, il était souvent absent ou il était distrait par son addiction au jeu, laissant l'équipe gérer tout seul. Les scripts, ils étaient jugés paresseux par Bruce, les équipements étaient vétustes et les décisions étaient impulsives, comme par exemple, Lo Wei avait décidé de payer des gangs locaux avec l'argent de la production pour éviter des problèmes sur le tournage de Fist of Fury, donc de la Fureur de Vaincre, sans même avoir consulté l'équipe. Les disputes étaient fréquentes, parfois elles étaient très vives, des témoins parlent même d'altercations verbales intenses et l'ambiance était devenue irrespirable. Bruce, il ne supportait plus d'être dirigé par quelqu'un qu'il considérait comme étant un frein à sa vision artistique. Et quand est arrivé The Yellow-Faced Tiger, eh bien, le script n'était pas à la hauteur selon Bruce. Il n'était pas assez détaillé, il n'était pas assez personnel. Et c'est là qu'il a vu l'occasion de surpasser non seulement Lo Wei, mais aussi son rival, un certain Jimmy Wang Yu, qui d'ailleurs était pressenti pour le rôle si Bruce refusait, et qui a quand même fini par prendre ce rôle après le départ de Bruce. Au lieu de continuer sous la coupe de Lo Wei, eh bien Bruce, il a claqué la porte, il a dit « je vais me démerder par moi-même ». Il a refusé le projet, il a forcé la Golden Harvest à lui donner carte blanche, et il a lancé La Fureur du Dragon en solo. Alors, petite ironie du sort, The Yellow-Faced Tiger est ressorti en 1974, après la mort de Bruce donc, avec un certain Don Wong Tao, qui était un acteur qui lui ressemblait vaguement, et Chuck Norris apparaît dans ce film, il joue le rôle d'un méchant. Et plus tard, Linda Lee Cadwell, donc sa veuve, avait dit plus tard que ce film, donc La Fureur du Dragon, eh ben, c'était le bébé de Bruce. Son projet le plus personnel, celui où il avait le contrôle total. La Fureur du Dragon n'est pas seulement un film d'arts martiaux, c'est le premier film où Bruce Lee a le contrôle total. Il a même été jusqu'à choisir la musique. Il a fondé sa propre société de production. À l'époque, il s'appelait Concord Production avec Raymond Shaw de la Golden Harvest afin de garder la main sur tout. C'était un énorme risque financier et artistique à l'époque avec un budget minuscule d'environ 130 000 dollars américains seulement. Et pourtant, eh bien, ça a tout changé. Alors, quelle est l'histoire? Eh bien, l'histoire est simple. On suit un certain Tang Lung, donc interprété par Bruce Lee, qui est un jeune homme à la fois naïf et discret, issu de la campagne. Il est envoyé à Rome pour aider des amis dont le restaurant est menacé par la mafia locale. Déjà, on sent le thème, un étranger dans un pays qui n'est pas le sien, un homme simple, parfois même un peu simplé d'ailleurs, on peut dire, plongé dans un monde hostile, un choc culturel permanent. Bruce Lee choisit l'Italie, choisit l'Occident, ce n'est pas anodin. Le tournage à Rome s'est fait dans des conditions folles. L'équipe est entrée avec des visas de touristes. La caméra a été planquée dans les valises. Il n'y a même pas eu de vraies autorisations, tu vois. C'était un peu un truc fait un peu de briques et de broc. Ils ont tourné en mode guérilla dans les rues, à l'aéroport, pendant les heures de pointe, avec des vrais touristes et les passants autour.
Il n'avait que 3 semaines max sur place, donc en fait, il tournait 7 sur 7, de l'aube jusqu'au crépuscule, même par mauvais temps. Le film donc a été tourné à Rome, avec des scènes emblématiques devant le Colisée. Pour l'époque, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Tu imagines un film hongkongais tourné en Europe. C'est quelque chose de très ambitieux, c'est quelque chose de très audacieux, et symboliquement, c'est fort, hein, c'est l'Orient qui vient défier l'Occident sur son propre terrain. Anglung, si tu veux, ce n'est pas Shenzhen. Shenzhen, si tu ne sais pas qui c'était, c'était le personnage interprété par Bruce Lee dans son film précédent, La Fureur de vaincre. Donc Tanglung n'est pas Shenzhen, il n'est pas animé par la vengeance, il n'est pas tragique. Au début, il est presque maladroit, il comprend pas les codes occidentaux. Et par moments, il est même marrant, tu sais. Il y a cette scène au tout début du film où tu vois que Bruce, il se trouve à l'aéroport de Rome, il meurt de faim, il croise la route d'un petit garçon qui mange une glace, et en fait, comme il parle pas l'italien et qu'il a faim, il fait une grimace au petit garçon pour lui faire comprendre qu'il a faim et qu'il veut une glace. En fait, le pauvre gosse, il prend peur, il court appeler sa mère en pleurant. C'est quelque chose qui est assez marrant à voir. Qu'est-ce qu'il y a encore de marrant? Ah si, tu vois aussi la scène, c'est la scène suivante en fait. Il se trouve dans un restaurant pour commander à manger, et en fait, comme il comprend pas l'italien, il commande toute la carte. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruce, il introduit une touche d'humour, quelque chose qui est assez inattendu quand même dans un film de baston. On découvre un personnage qui est attachant, qui est humain, qui est même presque un peu candide. Linda Lee Cadwell explique parfaitement, elle dit ceci: mon film préféré de Bruce, c'est La Fureur du Dragon. La raison pour laquelle j'aime tant ce film, c'est que son personnage ressemble tellement au vrai Bruce que j'ai connu. On le voit faire ces choses très drôles, très comiques, et ça semble tellement le Bruce naturel. Linda ajoute même que Bruce est inspiré de sa propre expérience quand il est arrivé aux États-Unis. Il ne parlait pas bien l'anglais, il se trompait souvent, il se sentait un peu perdu dans une autre culture, et c'est ce vécu qui a nourri les moments comiques et vulnérables de Tanglung. On y voit un côté plus humain, plus fragile de Bruce à l'écran. Mais attention, sous cette apparente naïveté se cache une puissance incroyable, et c'est là que le film devient passionnant, parce qu'il montre une évolution. Tanglung apprend, il observe, il s'adapte. Ce n'est pas seulement un combattant, c'est aussi un stratège. Ce film, c'est aussi un manifeste du Jeet Kune Do, l'art que Bruce a créé. Il ne montre pas seulement du kung-fu traditionnel, il montre l'efficacité, il montre l'adaptation, il montre le pragmatisme. Quand Tanglung affronte les karatékas japonais, il commence en utilisant un style classique. Puis tu vois qu'il change. Il ajuste sa distance, il modifie son rythme, il casse ses automatismes. C'est exactement l'idée centrale du Jeet Kune Do: absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile, ajouter ce qui est propre à soi. Ce film, c'est Bruce Lee qui dit au monde: je ne suis pas enfermé dans un style. Et tu vois, les antagonistes ne sont pas des caricatures. Ce sont des hommes organisés, modernes, armés. Il y a la mafia. La mafia utilise des armes à feu. Elle engage des combattants étrangers. Elle représente une forme de puissance industrielle et rationnelle. Tanglung, lui, à contrario, il représente la tradition, mais une tradition vivante. Il n'est pas figé, il s'adapte à son monde, il s'adapte à la modernité. Et ce qui est fascinant de voir, c'est la transformation progressive. Au début, Tanglung, il évite le conflit le plus possible. Il ne comprend pas toute cette violence qui l'entoure. Puis face à l'injustice, il accepte son rôle. Il ne cherche pas la domination, il cherche l'équilibre. Et plus les adversaires deviennent forts, plus lui il devient fort, plus il devient précis. Et puis, il y a ce duel légendaire. La scène qui a marqué l'histoire du cinéma, rien que ça, le combat final dans le Colisée. Face à lui, Chuck Norris, qui à l'époque est 7 fois champion du monde de karaté. C'est une figure montante du cinéma. Bruce l'a choisi parce qu'il le considérait comme l'un des meilleurs combattants occidentaux de l'époque. Et puis aussi, parce que c'était son ami, tout simplement. Alors, comme Chuck et Bruce faisaient à peu près la même taille, environ 1,70 m, en fait, les producteurs ont demandé à Chuck, afin de pouvoir lui donner une carrure un peu plus imposante, ils lui ont demandé de prendre du poids. Chuck, en fait, il était à son poids de forme, à son poids de compétiteur, 76 kilos en arrivant. Comment il a fait pour prendre du poids? Très simple, il s'est gavé de burgers et il a grimpé à environ 82-84 kilos.
Résultat, il a gagné en masse, évidemment, mais comme il était trop lourd, il a perdu en explosivité. Et d'ailleurs, Chuck l'a dit dans une interview, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu faire des coups de pied sautés. C'est pour ça qu'en fait, on ne le voit pas du tout faire ça dans la scène du Colisée, alors que pourtant les coups de pied sautés, c'est vraiment sa marque de fabrique à l'époque. Chuck a toujours raconté que Bruce était ultra perfectionniste. Il a passé des heures à chorégraphier chaque mouvement, un peu comme un ballet. Et les instructions juste pour cette scène représentaient presque un quart du script entier. Le tournage de ce combat a duré, tiens-toi bien, 45 heures au total. Ce duel est mythique pour plusieurs raisons. D'abord, le cadre, le Colisée, l'arène des gladiateurs. C'est très très fort en symbole. Alors je vais te donner une petite anecdote. La majorité du combat n'a pas été tourné dans le vrai Colisée. Car évidemment, filmer à l'intérieur du Colisée est interdit aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque et ça l'a toujours été. Bruce et son équipe, en fait, ils ont, comment dire, ils ont un petit peu soudoyé les gardes, hein, filé un petit bakchich pour pouvoir tourner quelques plans extérieurs en mode touriste, caméra dans les sacs pendant seulement quelques heures. Tout le reste, eh ben en fait, c'était reconstitué en studio à Hong Kong chez la Golden Harvest. Pourtant, l'illusion est vraiment parfaite. Bruce, il a transformé ce lieu historique en temple du combat moderne. Ensuite vient la mise en scène, pas de musique excessive. Alors, il y a un petit élément qui donne, si tu veux, une ambiance assez pesante. Il y a un petit chaton juste avant le combat entre Bruce et Chuck Norris, un petit chaton tout mignon, mais pourtant, bien, quand il miaule, ça déclenche l'ouragan. Dans ce combat, on voit la respiration des combattants. On entend les pas, on ressent la tension. Au début, Tang Long, il est dominé. Son adversaire, il est plus massif, il est plus puissant, il est plus structuré. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il change. Il devient plus mobile, plus souple, plus imprévisible. Tu vois, il adopte une garde un peu plus relâchée, il sourit. Et à ce moment-là, tout bascule. Ce combat, c'est une démonstration pure de l'adaptation. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui évolue. Chuck Norris a toujours parlé de Bruce avec un énorme respect. Il raconte que c'était génial de bosser avec lui et que Bruce était d'une confiance et d'une intelligence incroyable. Dans une scène célèbre, Chuck se souvient même où Bruce Lee lui arrache les poils du torse pour de vrai. C'est un détail qui montre à quel point il poussait le réalisme. Comme je te disais, dans ce film, Bruce n'est pas seulement l'acteur, il est aussi le réalisateur. Il a même participé, pas tout le temps bien évidemment, mais à filmer certaines scènes de combat. Et, et c'est là que tu vois que c'est vraiment la patte de Bruce, dans ce sens où, eh bien, il laisse respirer les mouvements. On voit clairement les techniques, on comprend les enchaînements, on comprend ce qui se passe. C'est pas un bordel visuel, si tu veux, tu vois. C'est limite quelque chose de pédagogique. Et ça, pour un pratiquant d'arts martiaux, c'est précieux parce que, ben, on peut limite analyser, on peut étudier et on peut presque dire que ce film, quelque part, c'est un peu comme un cours, en fait, un cours filmé, une vidéo, quoi. Tu l'auras sûrement compris, la fureur du dragon, il ouvre une porte immense à Bruce. Il prouve qu'un acteur asiatique peut porter un film international. Il prouve qu'un artiste martial peut être acteur, metteur en scène, et financièrement, c'est un triomphe absolu avec un petit budget, souviens-toi, de 130 000 dollars. Le film a rapporté environ 130 millions de dollars dans le monde entier, soit 1000 fois sa mise. Ajusté à l'inflation d'aujourd'hui, ça représente plus de 700 à 920 millions de dollars. Est-ce que tu t'imagines un petit peu le succès que ce film a rencontré? À Hong Kong seulement, il a explosé les records avec plus de 5,3 millions de dollars hongkongais. Ça a été le film le plus rentable de l'année 1972 là-bas. Il a même battu ses propres recettes précédentes. En France, il y a eu plus de 4 millions de spectateurs qui se sont rués dans les salles obscures pour aller voir le petit dragon sur grand écran. Sans ce film, il n'y aurait peut-être pas eu Opération Dragon. Bruce Lee ne casse pas seulement des briques, il casse les barrières culturelles et il fait exploser les compteurs au box-office. Tu vois, il y a une symbolique dans le combat final.
Le combat dans le Colisée, ce n'est pas qu'un duel physique, c'est une métaphore. C'est un petit peu l'ancien monde qui rencontre le nouveau. C'est la rigidité face à la fluidité. Et quand Tang Long y gagne, il ne triomphe pas avec arrogance, tu vois. Quand il a tué Chuck, eh bien, qu'est-ce qu'il fait pour lui rendre hommage? Eh bien, il prend la veste et la ceinture noire de son adversaire et lui pose sur la poitrine en signe de respect. Ce geste-là est rare et puissant à l'écran. C'est un geste extrêmement fort, le respect de son adversaire avant tout. Pourquoi ce film compte encore? Eh bien, aujourd'hui, plus de 50 ans après sa sortie, La Fureur du Dragon reste une référence absolue. Parce que c'est un film qui est sincère, un film qui est simple, un film qui est authentique. Il ne cherche pas l'esbrouf, il cherche la vérité. Et dans un monde où tout va vite, où les combats sont parfois surjoués, surmontés, il rappelle une chose essentielle, la maîtrise vient de la simplicité. Et tu vois, nous pratiquants, nous pouvons tirer quelque chose de ce film. Il nous enseigne en fait que l'adaptation est plus importante que la rigidité, que l'humilité précède la maîtrise et que le respect reste central même dans l'affrontement. Quand tu regardes par exemple des judokas qui s'affrontent ou des karatékas, ils saluent avant le combat, ils saluent après le combat. Le respect de son adversaire, c'est quelque chose de primordial dans les arts martiaux. Ce film nous dit aussi que l'identité ne doit jamais être sacrifiée pour plaire à des dogmes ou pour plaire à quelqu'un. Tang Long, il commence un petit peu comme un outsider, il termine comme un maître, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il comprend son environnement et qu'il s'adapte. En conclusion, on peut dire que La Fureur du Dragon, c'est pas seulement un film d'action, c'est une déclaration d'indépendance artistique. C'est un pont entre deux mondes. C'est un manifeste martial. C'est un manifeste martial. Bruce Lee y affirme sa vision, il montre qu'on peut créer sa propre voie et au fond, c'est peut-être ça le vrai message du film. N'essaie pas de copier, n'essaie pas d'imiter, mais évolue. Trouve ton truc, trouve ta vérité et avance. Parce que dans l'arène de la vie, ce ne sont pas forcément les plus rigides qui survivent. Ce sont ceux qui savent s'adapter. Et c'est exactement ce que Bruce Lee a incarné jusqu'au bout en puisant dans les racines les plus profondes de la pensée asiatique. Comme mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique. Cette citation date d'il y a plus de 2500 ans et nous vient de Lao Tse. Elle se trouve dans son fameux recueil, le Tao Te Ching. La voici. Rien au monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Pourtant, pour attaquer ce qui est dur et fort, rien ne peut la surpasser. Le faible triomphe du fort, le souple triomphe du rigide. Tout le monde sait, mais personne ne le met en pratique. Fin de la citation. Bruce Lee, lui, il a mis cette citation en pratique. Pas seulement dans ses coups, pas seulement dans ses chorégraphies, mais dans sa vie tout entière. Il était comme l'eau. Il coulait autour des obstacles qu'il rencontrait, il s'infiltrait dans les failles, il changeait de forme sans jamais perdre qui il était. Quand le système hollywoodien le rejetait, pas grave, il revenait à Hong Kong. Quand Lowey et les studios traditionnels voulaient le brider, pas grave, il fondait sa propre production. Quand un karatéka massif, costaud, comme Chuck Norris le dominait en force brute, ok, c'est pas grave. Lui, il devenait plus fluide, plus imprévisible, plus énergique, plus vivant. Et c'est exactement ça que nous montre Tang Long dans le Colisée. Il nous montre que la victoire n'appartient pas à celui qui est le plus dur, mais plutôt à celui qui sait rester souple, qui sait écouter le moment présent, qui sait se transformer sans se trahir. Alors, la prochaine fois que la vie te met face à un mur, rappelle-toi cette image. L'eau ne frappe pas le rocher de front, elle le contourne, elle le caresse, et tout doucement, elle l'use. Et un jour, le rocher cède. Sois comme l'eau, parce que comme le disait Bruce Lee lui-même, be water, my friend.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Instagram, sur Twitter. Si tu aimes bien le développement personnel, je fais des épisodes spéciaux. Tu peux me retrouver sur Patreon. D'ici là, n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.